Imaginez une société érigée sur des piliers d'acier, où l'enfance servait de prologue à la guerre et où l'existence n'avait qu'un seul dessein, la défense inflexible de la cité. Au cœur de la Grèce, qui aspirait à la sagesse et à l'art, une ville se vouait à la discipline et au sacrifice total. C'était Sparte. Ces hommes, forgés dans un creuset d'épreuves implacables, ne rêvaient pas d'empire, mais de l'honneur de tomber pour leur patrie. Voici le récit de 300 d'entre eux, menés par un roi, qui firent face à l'armée la plus imposante que le monde ait connue, non par ambition, mais par fidélité à un serment aussi simple que terrifiant. Préparez-vous à plonger dans la rudesse et la splendeur des Thermopyles où la loyauté et la bravoure humaine sont devenues légendes. Dans le cœur du Val de Laconie, entouré de montagnes, prospérait l'une des cités-États les plus singulières et redoutées de la Grèce antique, Sparte. Contrairement à ses voisines qui s'épanouissaient dans le commerce, la philosophie ou les arts, Sparte se consacrait presque exclusivement à l'art de la guerre. Cette vocation n'était pas une option, mais le fondement de sa société, un culte voué à la discipline, à l'obéissance absolue et au sacrifice collectif pour la cité. Ce système, attribué selon la légende au législateur Lycurgue, était minutieusement conçu pour créer l'infanterie la plus redoutable du monde antique, l'hoplite spartiate. La formation de ces guerriers débutait dès le berceau. À la naissance, chaque nourrisson spartiate était soumis à un examen strict par un conseil d'anciens. Les bébés présentant la moindre faiblesse, maladie ou malformation susceptible de compromettre leur future aptitude au combat étaient impitoyablement abandonnés au pied du mont Taygète. Cette pratique cruelle, bien que choquante pour nos sensibilités modernes, était perçue par les Spartiates comme un acte pragmatique pour garantir la robustesse et la pureté de leur caste guerrière. Les garçons qui survivaient à cette première sélection impitoyable restaient sous la garde de leur mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais cette enfance était brève. À 7 ans, l'État prenait le contrôle total de leur éducation, les arrachant à leur foyer pour les plonger dans l'agoget, un système de formation militaire et civique d'une rigueur extrême qui durait jusqu'à l'âge adulte. Il n'y avait pas de place pour le luxe, le confort ou l'individualité. Les enfants vivaient dans des dortoirs collectifs, dans des conditions spartiates au sens propre, avec des vêtements réduits au minimum, peu de nourriture et l'interdiction de porter des chaussures, afin d'endurcir leur corps et leur esprit face aux épreuves. La faim était une compagne constante et ils étaient encouragés à voler de la nourriture. La punition ne venait pas du vol, mais de l'absence d'astuce pour ne pas se faire prendre. Ce régime sévère visait à inculquer non seulement une endurance physique, mais aussi une obéissance sans faille, une loyauté indéfectible envers leurs camarades d'armes et la capacité à supporter la douleur, la privation et la peur sans fléchir. Ils étaient façonnés pour devenir les rouages parfaits de la formation militaire la plus efficace de l'époque, la phalange hoplite. Le destin de chaque Spartiate était clair dès sa naissance. Vivre et, si nécessaire, mourir pour la gloire et la sécurité de Sparte. La structure sociale de Sparte était aussi rigoureusement contrôlée que la formation de ses jeunes guerriers. Au sommet se trouvaient les Spartiates, citoyens de plein droit, nés de parents spartiates. À eux était réservé le privilège et le fardeau de se consacrer entièrement au service militaire et à la gouvernance de la cité. La subsistance économique de la société ne leur incombait pas. Ce rôle était dévolu à d'autres classes. En dessous des Spartiates se trouvaient les Périèques, des hommes libres habitant les régions côtières et montagneuses de la Laconie. Ils pouvaient s'adonner à des activités comme l'artisanat, le commerce ou l'agriculture, formant l'épine dorsale économique de la cité, mais ils n'avaient pas les mêmes droits politiques que les Spartiates et n'étaient pas formés dans l'agoget. À la base de la pyramide sociale spartiate, et en nombre largement supérieur, se trouvaient les Ilotes, ces peuples autochtones de la Laconie et de la Messénie, asservis par Sparte, étaient contraints de travailler les terres des Spartiates, livrant une part importante de leur production pour soutenir la classe dominante et ses réfectoires communautaires. La relation avec les Ilotes était marquée par une tension et une oppression constante.
Leur nombre imposant et la crainte de révolte constituaient un moteur essentiel de la vigilance et de la préparation militaire spartiate. La cryptie, une institution secrète, impliquait que de jeunes Spartiates traquent et tuent des Zelotes, les terrorisant tout en servant de rite de passage brutal et de moyens de contrôle. La constitution de Lycurgue, bien que légendaire et sans enregistrement écrit complet, était le pilier de ce système complexe. Elle établissait un gouvernement unique avec 2 rois, l'un de la dynastie Agiade, l'autre de la dynastie Eurypontide, qui servaient principalement comme chefs militaires et religieux, garantissant un équilibre des pouvoirs. Le Conseil des Anciens, Gérousie, composé des 2 rois et de 28 Spartiates âgés de plus de 60 ans, détenait un vaste pouvoir législatif et judiciaire. Cependant, le pouvoir le plus concret résidait chez les éphores, 5 magistrats élus chaque année. Les éphores pouvaient superviser les rois, proposer des lois, conduire la politique extérieure et même juger les rois eux-mêmes, assurant que nul n'était au-dessus de la loi spartiate. La vie d'un Spartiate adulte restait strictement communautaire. Même après le mariage, les hommes continuaient à vivre dans des casernes militaires et à prendre leurs repas dans des réfectoires communs, les syssitia. Ces rituels renforçaient les liens de fraternité et de loyauté entre les guerriers, essentiels à la cohésion de la phalange. L'individualité était découragée, le luxe méprisé. La communication était directe et concise, donnant naissance au terme laconique. La force de Sparte ne venait pas d'innovation technologique, mais d'une discipline inébranlable, d'une cohésion et de la férocité de sa phalange hoplite. Un mur impénétrable de boucliers et de lances, avançant comme un seul et terrifiant organisme. Cette société, construite sur un fondement de service militaire obligatoire et d'oppression des Zelotes, garantissait que chaque citoyen spartiate était un guerrier d'élite, toujours prêt au sacrifice suprême. Alors que d'autres cités grecques exploraient la philosophie ou le commerce, Sparte sculptait des hommes qui bientôt seraient confrontés à un ennemi d'une ampleur colossale, dans un défilé qui immortaliserait leur légende. Pendant que Sparte perfectionnait sa machine de guerre humaine dans le Péloponnèse, à l'est de l'autre côté de la mer Égée, un empire d'une envergure colossale projetait une ombre croissante sur le monde connu, l'empire achéménide de Perse. Un géant s'étendant de l'Inde à la Thrace, de l'Égypte à la Scythie, gouvernant des millions de sujets et contrôlant des richesses inimaginables. Sa puissance ne résidait pas seulement dans son vaste territoire, mais dans sa capacité à organiser et mobiliser des ressources à une échelle sans précédent. Sur le trône perse siégeait Xerxès Ier, fils et successeur de Darius Ier. Xerxès était le maître absolu d'un empire qui, pour beaucoup, semblait illimité dans sa puissance. Cependant, au fond de son cœur, il portait une blessure profonde, un héritage d'humiliation laissé par son père, la défaite perse à la bataille de Marathon, en 490 avant J.C. Darius avait tenté de soumettre les cités-États grecques qu'il considérait comme de petits foyers d'insolence face à son autorité. La victoire athénienne à Marathon, bien que modeste à l'échelle d'un empire aussi vaste, était une tache sur l'honneur perse, une marque qu'il fallait effacer dans le sang. Xerxès hérita non seulement du trône, mais aussi de l'ambition de son père de conquérir la Grèce. Pour lui, l'invasion n'était pas seulement une question de vengeance, mais une affirmation de la suprématie perse et une consolidation du contrôle sur l'Égée, une région stratégique pour le commerce et l'empire. La Grèce, avec ses petites cités-États et son apparente désunion, semblait un obstacle insignifiant, facile à écraser par la gigantesque machine de guerre achéménide. Dans les années précédant l'invasion, Xerxès se consacra à une préparation minutieuse et d'une ampleur épique. Il ne ménagea ni efforts ni ressources. Les ingénieurs perses construisirent des ponts flottants colossaux sur l'Hellespont, le détroit des Dardanelles, permettant à son immense armée de passer de l'Asie à l'Europe. Un canal fut creusé à travers la péninsule de l'Athos pour éviter une catastrophe navale comme celle qui avait frappé la flotte perse auparavant.
Des entrepôts furent établis le long de la route de marche, et une flotte navale sans précédent, composée de centaines de navires issus de diverses nations assujetties, fut réunie pour soutenir l'avance terrestre et assurer la suprématie sur les mers. L'ampleur de la mobilisation perse était terrifiante. Les historiens antiques, comme Hérodote, parlent de millions d'hommes. Des chiffres aujourd'hui considérés comme des exagérations rhétoriques, mais même en les réduisant à des estimations plus réalistes, des centaines de milliers de soldats et des dizaines de milliers de marins, cela représentait l'armée la plus imposante jamais réunie jusqu'alors. C'était une force multinationale, composée de guerriers de toutes les parties de l'Empire, Mèdes, Scythes, Égyptiens, Indiens, Thraces et bien sûr les redoutables immortels, la garde d'élite du roi perse. L'Empire se mettait en marche, avec pour objectif d'anéantir la liberté des cités-États grecs, effaçant à jamais l'affront de Marathon. La dimension de l'armée de Xerxès Ier, bien qu'exagérée dans les chroniques antiques, était véritablement impressionnante et terrifiante. Hérodote, le père de l'histoire, estima la force terrestre à plus d'1 million d'hommes, avec une flotte comprenant plus de 1000 navires de guerre. Bien que les historiens modernes ajustent ces chiffres à environ 150 000 à 300 000 combattants terrestres et des centaines de navires, cela représentait toujours une force militaire sans précédent dans le monde antique. C'était un véritable colosse en marche, une manifestation vivante du pouvoir impérial perse. Cette armée n'était pas homogène. Elle était une mosaïque de peuples et de cultures, une synthèse des diverses nations composant le vaste empire achéménide. Il y avait des soldats de toutes les satrapies perses, archers et cavaliers mèdes, mercenaires égyptiens armés de lances, archers et lanciers lydiens, cavaliers scythes et troupes indiennes aux vêtements exotiques. Chaque contingent apportait ses propres armes, tactiques et tenues, créant une cacophonie de langues et un spectacle visuel d'armures et d'étendards colorés, un témoignage de l'étendue du dominion perse. Au cœur de cette force multinationale se trouvaient les immortels, l'élite de l'armée perse. Nommés ainsi car leur effectif de 10 000 hommes restait constant, lorsqu'un tombait, un autre prenait immédiatement sa place. Ils étaient la garde personnelle du grand roi et l'infanterie lourde la plus crainte de Perse, armés d'arcs, de lances courtes et de boucliers légers en osier, protégés par des cottes de mailles et des armures à écailles. Ils étaient entraînés pour des tactiques de choc et réputés pour leur discipline et leur loyauté indéfectible à Xerxès. Derrière eux, des centaines de milliers d'autres troupes, plus légèrement armées, formaient le gros de l'armée, une masse humaine qui semblait sans fin. Le soutien logistique pour cette immense force était une prouesse en soi. Xerxès avait ordonné la construction d'entrepôts gigantesques le long de sa route de marche, stockant des provisions pour sustenter hommes et bêtes. L'ingénierie perse se manifesta également dans la construction des ponts flottants sur l'Hellespont. Faits de navires reliés par des cordes de lin et de papyrus, recouverts de terre et de bois, ces ponts permirent à l'armée et au bétail de passer de l'Asie à l'Europe. Un exploit d'ingénierie démontrant la détermination de Xerxès à ne pas être arrêté par des obstacles naturels. L'avance de cette gigantesque armée était à la fois une démonstration de puissance militaire et un spectacle de terreur psychologique. À mesure que l'armée de Xerxès progressait, elle exigeait des cités-États grecs la terre et l'eau, symbole de soumission totale. De nombreuses petites cités, craignant l'anéantissement, cédèrent sans combattre. La simple vue de cette force marchant vers la Grèce suffisait à semer le désespoir et la désunion parmi les Hellènes. Xerxès était convaincu que sa supériorité numérique écrasante et son pouvoir dévastateur garantiraient une victoire rapide et totale, effaçant toute trace de résistance grecque et consolidant le contrôle perse sur la région de l'Égée. Il ne pouvait toutefois prévoir qu'un petit groupe de Spartiates se dresserait sur son chemin, prêt à payer le prix ultime pour la liberté. La nouvelle de la mobilisation perse, avec la construction des ponts sur l'Hellespont et le canal de l'Athos, résonna comme un coup de tonnerre à travers la Grèce.
L'ampleur de l'invasion de Xerxès Ier était sans précédent dans le monde grec. Ce n'était pas une simple expédition punitive, mais une campagne de subjugation totale, une menace à l'existence même des cités-États grecques. Cependant, la réaction initiale ne fut pas une union immédiate, mais un mélange complexe de peur, d'hésitation et de rivalités anciennes. Les cités-États grecques étaient notoirement divisées. Athènes et Sparte, les deux principales puissances, étaient souvent des rivales acharnés, rivalisant pour l'influence et le pouvoir. D'autres cités, comme Corinthe, Argos et Thèbes, avaient leurs propres ambitions et rancunes. L'idée de s'unir contre un ennemi extérieur semblait, à première vue, presque inconcevable. De nombreuses cités, craignant la vaste force perse, choisirent la voie de la soumission. D'autres, comme Argos, adoptèrent une neutralité ambiguë, tandis que certaines collaborèrent même avec les Perses. Cependant, l'ampleur de la menace perse était si écrasante qu'elle força un changement de paradigme. En 481, avant J.C., des représentants de plusieurs cités-États grecs se réunirent à l'isthme de Corinthe pour discuter d'une défense commune. Cette assemblée donna naissance à la Ligue hellénique, une alliance militaire sans précédent dans l'histoire grecque. Sparte, avec sa formidable réputation militaire, fut naturellement reconnue comme le leader des forces terrestres, tandis qu'Athènes, avec sa flotte navale croissante, assuma la direction de la défense maritime. La Ligue avait un objectif clair, résister à l'invasion perse. Mais les défis étaient immenses. La cohésion était fragile, les stratégies étaient âprement débattues et le temps manquait. De plus, des facteurs culturels et religieux compliquaient encore la situation. L'été de 480 avant J.C. approchait, et avec lui deux événements sacrés qui limitaient sévèrement la capacité des cités-États à envoyer leurs armées complètes, les Jeux olympiques et le festival spartiate de Carneia. Les Jeux olympiques, période de trêve sacrée, et le Carneia, dédié au dieu Apollon, étaient des rituels incontournables pour les Spartiates, qui croyaient fermement que violer ces serments attirerait la colère des dieux et la défaite. Cette contrainte religieuse, considérée par beaucoup comme une limitation imprudente, força les Grecs à adopter une stratégie exigeant un sacrifice extraordinaire. Face à la menace perse imminente, les cités-États de la Ligue hellénique durent prendre une décision stratégique cruciale. La vastitude de l'armée de Xerxès rendait un affrontement en terrain ouvert suicidaire. La solution trouvée par les commandants grecs, après délibération et reconnaissance du terrain, fut d'utiliser la géographie de la Grèce à leur avantage. Le plan était de défendre simultanément deux points clés, créant des goulots d'étranglement, où la supériorité numérique perse serait neutralisée, l'un sur mer, l'autre sur terre. Le point de défense terrestre choisi fut le défilé des Thermopyles. Ce passage, dont le nom signifie « porte chaude » en raison des sources thermales à proximité, était une voie étroite entre les montagnes de Kallidromo et le golfe de Maliaque. À l'époque, le passage était si étroit qu'il permettait à peine à un seul chariot de passer à certains endroits. Pour les forces grecques, les Thermopyles offraient l'avantage de canaliser l'immense armée perse dans un entonnoir, où la supériorité tactique et les armures lourdes des hoplites pouvaient être plus efficaces qu'en bataille rangée. L'objectif n'était pas nécessairement de détruire l'armée perse, mais de la retarder, infligeant le maximum de pertes et gagnant du temps pour que les autres cités-États puissent s'organiser. Parallèlement à la défense terrestre, la stratégie exigeait une défense navale pour empêcher la flotte perse de contourner les forces terrestres ou de débarquer des troupes à l'arrière. Le point choisi pour la bataille navale fut le détroit d'Artémision, situé au nord de l'île d'Eubée. Artémision était un point stratégique crucial, car il contrôlait l'accès à la Grèce centrale par la mer et était en communication visuelle avec le défilé des Thermopyles. La flotte grecque, composée principalement de navires athéniens, la principale puissance navale de la Ligue, ainsi que de contingents de Corinthe et d'autres cités, était nettement inférieure en nombre à la flotte perse. Cependant, les trirèmes athéniennes, navires de guerre agiles et efficaces,
était manœuvrée par des marins expérimentés et commandée par des stratèges habiles. L'idée était que la flotte grecque à Artémision puisse retarder, endommager ou même vaincre la flotte perse, leur refusant le contrôle de la mer et protégeant le flanc des forces aux Thermopyles. Si la flotte perse parvenait à avancer librement, elle pourrait débarquer des troupes et contourner le défilé, rendant la défense terrestre inutile. La coordination entre les forces terrestres et navales était vitale. Le succès de l'une dépendait du succès de l'autre. La stratégie était risquée car elle reposait sur la capacité des forces grecques à maintenir des positions défensives contre un ennemi écrasant sur les deux fronts. Au printemps de 480 avant JC, les Grecs se préparaient pour l'affrontement. Aux yeux des Perses, la résistance grecque semblait futile, mais les Grecs, bien qu'ils fussent conscients du danger imminent, étaient déterminés à se battre pour leur liberté, même au prix de leur vie. Le décor était planté pour l'un des affrontements les plus célèbres de l'histoire antique, où l'audace de la stratégie grecque serait mise à l'épreuve face à la force écrasante de l'Empire perse. Avec la décision de défendre le étroit défilé des Thermopyles, l'attention se porta sur celui qui mènerait cette mission quasi suicidaire. Le choix se porta sur Léonidas Ier, l'un des deux rois de Sparte. Léonidas n'était pas l'aîné des fils de son père, le roi Anaxandridas II, et n'avait accédé au trône qu'après la mort de ses deux frères aînés. Cela signifiait qu'il avait suivi l'agogée complète, comme tout autre citoyen spartiate, forgeant son corps et son esprit dans les mêmes épreuves que ses compatriotes. Son expérience ne venait pas seulement de sa royauté, mais de la dureté de l'entraînement qui l'avait transformé en véritable hoplite. C'était un vétéran à tous égards, un chef qui comprenait le sacrifice et la discipline nécessaires. La tradition spartiate interdisait à l'armée principale de marcher vers la guerre pendant le festival sacré de Carneia. Cependant, la menace perse était existentielle. Pour contourner cette restriction religieuse, tout en honorant l'engagement de la Ligue hellénique, il fut décidé que Léonidas mènerait une force symbolique, mais puissante. Il ne conduirait pas l'armée complète de Sparte, mais un groupe choisi de 300 hoplites spartiates. Ce choix n'était pas fortuit. Les 300 étaient des hommes ayant déjà des fils, garantissant que leur lignée ne s'éteindrait pas dans le sacrifice imminent. Ils étaient l'élite de l'armée spartiate, des vétérans endurcis par les batailles, dont la loyauté à la cité et l'entraînement étaient incontestables. Chacun savait ce que la mission impliquait, une défense héroïque qui se terminerait probablement par la mort. Leurs adieux à leur famille et à la cité étaient empreints d'une compréhension solennelle de leur destin. Il n'y avait pas d'espoir de retour, seulement celui que leur mort serve un dessein plus grand. Avec ses 300, Léonidas marcha vers les Thermopyles. Il n'était toutefois pas seul. La force spartiate formait l'avant-garde et le cœur de la défense, mais plusieurs autres cités-États grecs, dans un acte de solidarité et de courage, envoyèrent leur propre contingent. Environ 7000 à 8000 hommes au total, incluant les valeureux Thessaliens, Phocidiens, Thébains, certains contraints, et de manière notable, les 700 Thespiens, qui se montrèrent aussi loyaux et dévoués que les Spartiates. Cette force combinée représentait le dernier espoir pour le cœur de la Grèce. En arrivant au défilé des Thermopyles, Léonidas et ses alliés commencèrent immédiatement à fortifier la position. Ils restaurèrent un ancien mur phocydien qui avait été démoli, créant une barrière défensive cruciale au point le plus étroit du passage. Les phalanges furent positionnées stratégiquement, avec les Spartiates en première ligne, prêts à absorber l'impact initial de l'attaque perse. L'attente de l'immense armée de Xerxès commença dans un silence tendu précédant la tempête. Les Perses approchaient, et le destin de la Grèce reposait sur les épaules de ces quelques défenseurs courageux. La nouvelle de l'approche de l'armée perse parvint enfin au camp grec aux Thermopyles. Le son des trompettes et des tambours, le vacarme de centaines de milliers d'hommes et le trot incessant de la cavalerie perse résonnaient dans le défilé. Xerxès, dans sa magnificence et sa confiance, installa son trône d'or pour observer l'arrivée de ces vastes forces, s'attendant à ce que la simple vue de sa supériorité numérique écrase les Grecs dans la soumission.
Il était convaincu que la résistance serait vaine et que la peur l'emporterait. En se positionnant devant l'étroit goulet, les Perses aperçurent la petite, mais disciplinée, force grecque. Pour Xerxès, la présence d'un si petit nombre d'hommes était un affront, un défi direct à son autorité et à la puissance de son empire. Il croyait que les Grecs, face à la masse imposante de son armée, fuiraient en panique. Pour leur offrir une dernière chance de se retirer sans effusion de sang inutile, Xerxès envoya un émissaire. Le message était clair et arrogant. Les Grecs devaient déposer leurs armes et se rendre immédiatement, sous peine d'être anéantis. La réponse de Léonidas, le roi spartiate, à l'émissaire perse, entra dans l'histoire comme l'une des démonstrations les plus emblématiques de défi et de mépris. Molon Lab, viens les chercher. Cette réplique laconique et cinglante n'était pas seulement un refus. C'était une provocation, un appel direct à la bataille, prononcé avec l'assurance de celui qui était prêt à mourir. Léonidas et ses hommes n'avaient aucune intention de reculer. Ils étaient là pour se battre jusqu'à leur dernier souffle, pas pour négocier. Furieux de l'insolence spartiate, Xerxès attendit 4 jours, espérant que les Grecs, face à l'ampleur de son armée, reconsidéreraient ou se disperseraient. Il ne pouvait concevoir qu'un groupe si réduit ose défier le grand roi. Cette attente, cependant, donna aux Grecs un temps précieux pour renforcer leur position et calmer les nerfs des soldats dans l'attente du combat imminent. Au 5e jour, la patience de Xerxès s'épuisa. Il donna l'ordre d'attaquer. La première vague de troupes perses, composée principalement de Mèdes et de Scythes, fut lancée contre les positions grecques. La scène était un contraste saisissant. D'un côté, l'immense et colorée horde perse, avançant en grand nombre. De l'autre, la phalange grecque compacte et disciplinée. Un mur de bronze et de bois, avec des boucliers impénétrables et des lances mortelles. Les Spartiates et leurs alliés, positionnés au point le plus étroit du défilé, transformèrent le passage en un véritable abattoir. La stratégie grecque était simple et brutale. Utiliser la formation de la phalange pour neutraliser la supériorité numérique perse. Les longues lances des hoplites, doris, étaient efficaces pour maintenir l'ennemi à distance, et leurs boucliers ronds, aspis, formaient une barrière presque inexpugnable. La bataille pour la liberté de la Grèce avait commencé, et le bruit des boucliers qui s'entrechoquaient et le cri de guerre des Spartiates annonçaient une résistance féroce et sanglante. Le matin du 5e jour depuis l'arrivée perse, l'ordre de Xerxès résonna dans le défilé. L'attaque commencerait. La première vague de troupes, composée de Mèdes et de Scythes, fut lancée contre le mur improvisé et la ligne grecque. Pour eux, il semblait simple d'écraser une poignée de rebelles. Cependant, la réalité du combat aux Thermopyles serait un choc brutal. Le passage étroit, large de quelques mètres seulement à son point le plus resserré, annulait complètement la supériorité numérique perse. C'était un goulet où seuls quelques hommes pouvaient combattre à la fois. Et dans cet espace restreint, la phalange hoplite grecque était invincible. Les Spartiates et leurs alliés, avec leurs armures lourdes, leurs boucliers de bronze solides et leurs longues lances dories, formaient un mur impénétrable. Ils combattaient comme une unité cohérente, épaule contre épaule, bouclier contre bouclier. Lorsqu'une lance se brisait, ils dégainaient leurs épées courtes, Xyphos, et continuaient le combat au corps à corps. La discipline de fer, forgée par des années d'agogée, leur permettait de maintenir la formation sous une pression intense. Les Perses, armés plus légèrement avec des arcs et des lances courtes, habitués aux batailles en terrain ouvert, où la mobilité et le nombre étaient décisifs, étaient en net désavantage dans ce terrain. Leurs assauts étaient repoussés les uns après les autres, avec des vagues d'hommes lancés contre le mur de bronze grec, seulement pour être écrasés. Xerxès, depuis son trône, observait avec une frustration et une fureur croissante. Il voyait ses premières et plus fiables troupes être massacrées, incapables de percer la ligne grecque. Le combat au corps à corps était brutal et désordonné pour les Perses, tandis que pour les Grecs, c'était une danse mortelle de boucliers et de lances.
Les historiens rapportent que Léonidas et ses hommes feignaient de reculer à plusieurs reprises pour attirer les Perses dans une poursuite sur un terrain plus ouvert, pour ensuite se retourner brusquement et écraser la formation perse désorganisée. Cette tactique de fausse retraite démontrait l'astuce et la discipline spartiate. Le premier jour de bataille fut un massacre pour les Perses. Leurs morts s'accumulaient en piles, formant des barrières de corps qui rendaient l'avance encore plus difficile. Xerxès, incrédule face à la résistance d'une force si réduite, désespérait. Il avait sous-estimé non seulement le courage des Grecs, mais aussi l'efficacité de leur tactique et la brutalité de leurs phalanges dans le terrain choisi. L'espoir d'une victoire facile s'évanouissait rapidement, remplacé par la dure réalité d'un ennemi qui refusait de céder. Le défilé était devenu, de fait, le défilé de la mort pour les forces de Xerxès. Le deuxième jour aux Thermopyles n'apporta aucun répit aux Perses. Xerxès, furieux des pertes et de l'insolence grecque, lança ses troupes d'élite dans la bataille, les légendaires immortels. Cette garde personnelle du grand roi, réputée pour sa discipline impeccable et son invincibilité, était l'atout de Xerxès pour briser la phalange grecque. Cependant, le résultat fut le même spectacle sanglant que la veille. Dans l'étroit défilé, la supériorité numérique des immortels était inutile. Ils faisaient face au même mur de boucliers et de lances, une défense qui se mouvait comme un bloc unique. Les Spartiates, avec leurs alliés thespiens et autres Grecs, maintenaient la ligne avec une discipline de fer. Ils faisaient pivoter leurs unités, s'assurant que des hommes frais soient toujours en première ligne, maintenant une pression constante sur les Perses. La sueur, le sang et la poussière recouvraient le champ de bataille, tandis que les cris de guerre et d'agonie emplissaient l'air. Les immortels, habitués à des victoires faciles et à intimider leurs ennemis, furent surpris par cette résistance inflexible. Leurs assauts se brisaient contre la phalange, comme des vagues contre un rocher, se retirant avec de lourdes pertes. Le choc psychologique pour les Perses dut être immense, voyant leurs troupes d'élite humiliées par une force si réduite. À chaque vague d'attaque, le tas de corps perses croissait, formant une barrière macabre dans le défilé. Xerxès, observant depuis son trône, réagissait avec des accès de fureur. La légende raconte qu'il bondissait de son siège en voyant ses guerriers les plus valeureux repoussés ou tués. La frustration du grand roi était palpable. Ses généraux ne pouvaient concevoir comment une force si petite pouvait résister à une armée apparemment infinie. La promesse d'une victoire facile s'était transformée en un cauchemar de pertes et de stagnation. Le troisième jour s'ouvrit dans une atmosphère de combat désespéré. Les tentatives perses de percer la ligne grecque se poursuivaient, mais la phalange, bien qu'épuisée, conservait son intégrité. L'espoir perse diminuait, et le moral de leurs troupes commençait à être affecté par la ténacité de la résistance grecque. Les Grecs, eux, étaient exténués, mais chaque assaut repoussé renforçait leur détermination. Ils avaient prouvé à eux-mêmes et au monde que l'empire perse n'était pas invincible. Cependant, la persévérance perse, bien que coûteuse, n'était pas le seul danger. L'immensité de l'armée de Xerxès signifiait qu'ils avaient le temps et les ressources pour explorer toutes les options. Et l'une d'elles, un secret obscur et périlleux, était sur le point d'être révélé. La bravoure et la gloire des premiers jours des Thermopyles allaient être mises à l'épreuve par une trahison qui changerait le cours de la bataille et scellerait le destin des 300 et de leurs alliés. La détermination grecque était inébranlable, mais la trahison humaine, souvent, est plus mortelle que la plus puissante des forces. Malgré la résilience héroïque des Grecs, la frustration de Xerxès aux Thermopyles était palpable. Ses meilleurs hommes avaient été lancés contre la phalange spartiate pendant 2 jours, et le défilé restait infranchissable, un véritable abattoir pour ses troupes. Le grand roi était dans une impasse. Son prestige et l'avance de son immense armée menacée par une force minuscule. À ce stade, le moral perse était ébranlé, et le coût humain de cette résistance était insoutenable. C'est à ce moment de désespoir perse que le destin de la bataille changea irrévocablement. Un homme local, un Malien nommé Éphialtès, s'approcha de Xerxès
avec une offre qui scellerait la condamnation des défenseurs grecs. Éphialtès, mû par un mélange de cupidité personnelle et peut-être de ressentiment envers ses compatriotes grecs, révéla l'existence d'un sentier montagneux secret et peu connu. Ce chemin, appelé Anopaia, ou chemin de la chèvre, permettait de contourner le défilé des Thermopyles, menant à l'arrière de la position grecque. Le chemin de la chèvre était un passage difficile, escarpé et étroit, généralement utilisé par les bergers. Il commençait près du camp perse, serpentait à travers les pentes abruptes du mont Kallidromo et débouchait à quelques kilomètres à l'est des défenses grecques, près de la ville d'Alpenois. L'importance de ce chemin n'échappa pas à Xerxès. C'était la clé pour percer la défense apparemment inexpugnable des Thermopyles et encercler complètement les forces de Léonidas. Sans hésiter, Xerxès agit. Cette même nuit, il ordonna à un détachement de ses meilleurs hommes, incluant une partie des immortels, sous le commandement du général Hydarnès, de commencer la marche nocturne par le sentier. Le plan était simple et brutal. Les immortels attaqueraient les Grecs par l'arrière, tandis que le gros de l'armée perse continuerait de faire pression par l'avant, écrasant les défenseurs entre deux forces. L'obscurité de la nuit et le terrain traître rendaient la traversée difficile, mais la promesse de la victoire motivait les Perses. En avançant, ils rencontrèrent un petit groupe de guerriers phocidiens, chargés de garder le sentier. Bien que les phocidiens, pris par surprise et tentés de résister courageusement, ils furent rapidement submergés par les immortels. Les bruits du bref combat, les chocs des armes et les cris d'alarme résonnèrent dans la nuit. Ce bruit, à son tour, fut crucial. Il alerta les Grecs dans le défilé principal que quelque chose n'allait pas et que le destin de leur défense était sur le point d'être scellé par une trahison infâme. Le tumulte venant de la montagne, avec les sons étouffés du combat et le vacarme des gardes phocidiens, n'échappa pas aux sentinelles grecques aux Thermopyles. Rapidement, la nouvelle que le chemin secret avait été révélé et que les Perses contournaient leur position parvint aux oreilles de Léonidas. La vérité était indéniable. La défense du défilé, aussi héroïque fût-elle, était compromise. La stratégie d'utiliser la géographie pour neutraliser la supériorité perse avait échoué à cause de la trahison. Face à cette révélation, Léonidas convoqua les commandants des diverses forces grecques présentes pour un conseil de guerre. La situation était désespérée. Les Perses attaquaient de front avec des nombres écrasants. Et maintenant, une force d'élite approchait par l'arrière, coupant toute voie de retraite. L'anéantissement total semblait inévitable. Dans un moment de lucidité et avec la résignation d'un homme comprenant la gravité de son destin, Léonidas prit une décision monumentale. Il ordonna à la grande majorité des troupes alliées, les milliers de soldats des autres cités-États grecques qui avaient combattu vaillamment aux côtés des Spartiates pendant les 2 derniers jours, de se retirer. L'intention était claire, sauver autant de vies grecques que possible pour qu'elles puissent combattre dans d'autres batailles. Léonidas savait que la résistance aux Thermopyles avait déjà rempli son objectif principal de retarder l'avance perse et de montrer que les Grecs ne se soumettraient pas sans lutter. Continuer à se battre avec toute la force serait un massacre inutile. Cependant, il ne fuirait pas. Son honneur de roi spartiate et la loi de Sparte qui interdisait la retraite en bataille exigeaient qu'il reste avec ses hommes. Léonidas garda avec lui les 300 hoplites spartiates, les hommes choisis pour cet objectif dès le départ, ainsi que les courageux 700 Thespiens qui, dans un acte de loyauté et de bravoure extraordinaire, refusèrent d'abandonner leurs alliés. Environ 400 Thébains restèrent également, bien que certains récits suggèrent qu'ils furent retenus de force comme otages pour garantir que Thèbes ne passe pas du côté perse. Le soleil se leva sur le 3e jour de bataille, et les Perses, menés par les immortels d'Hydarnès, commencèrent à descendre la montagne à l'arrière des Grecs. Léonidas et ses hommes étaient désormais encerclés, combattant sur 2 fronts. Ils n'avaient aucune illusion. Ils savaient qu'ils marchaient vers une mort certaine. Ce n'était plus un combat pour la victoire, mais un sacrifice délibéré, un acte final de défi visant à inspirer toute la Grèce et à laisser une marque indélébile dans l'esprit de leurs ennemis. C'était une démonstration brutale
de ce que signifiait être un Spartiate, une loyauté indéfectible à sa cité et à un idéal de liberté, même au prix de sa propre vie. L'aube du 3e jour aux Thermopyles n'apporta pas l'espoir, mais la certitude d'un destin brutal. Les Perses, menés par le détachement d'immortels ayant contourné la montagne sous la conduite d'Éphialtès, commencèrent à descendre par l'arrière du défilé. En même temps, l'immense armée de Xerxès faisait pression avec une férocité renouvelée par l'avant, consciente que le piège s'était refermé. Les 300 Spartiates, avec les courageux 700 Thespiens et les quelques Thébains restants, étaient désormais encerclés, combattant sur 2 fronts. Il n'y avait nulle part où fuir. Léonidas, le roi spartiate, comprenait que la bataille pour la victoire était perdue. Désormais, le combat était pour l'honneur, la mémoire et le temps. L'objectif était d'infliger un maximum de dégâts à l'ennemi et d'inspirer le reste de la Grèce par un acte de bravoure inégalé. Lui et ses hommes se déplacèrent vers une partie plus large du défilé, près d'une petite colline où se trouve aujourd'hui un mémorial. Cette manœuvre leur permit de tenter de maximiser le nombre de Perses qu'ils pourraient affronter à la fois, bien que cela les exposât davantage. Le combat devint un enfer d'acier et de chair. Les lances grecques se brisaient, les boucliers étaient fracassés, mais la ligne tenait bon. Les Spartiates, réputés pour leur maîtrise de l'épée courte, Xyphos, lorsque la lance faisait défaut, combattaient avec une fureur désespérée. Ils attaquaient les Perses en vagues frénétiques, avançant, reculant, puis avançant à nouveau, semant la confusion et massacrant l'ennemi dans une démonstration finale de leur discipline et de leur brutalité. Les Perses, de leur côté, répondaient par une pluie de flèches, de javelots et de lances, tirant sur la formation grecque qui semblait pourtant indomptable. Au cœur de la bataille, au paroxysme du combat, le roi Léonidas lui-même tomba. Il fut tué par une volée de flèches et de javelots, s'effondrant sur le sol sacré du défilé. La nouvelle de sa mort attisa une fureur encore plus grande chez les Spartiates. S'ensuivit l'un des combats les plus acharnés de la bataille. Alors que les Grecs tentaient désespérément de récupérer le corps de leur roi, et les Perses, tout aussi déterminés, luttaient pour s'en emparer comme d'un trophée. À 4 reprises, les Perses furent repoussés par les Spartiates, qui, avec l'aide des Thespiens, parvinrent à récupérer le corps de Léonidas dans la mêlée. La lutte pour le corps du roi spartiate fut le point culminant symbolique de cette journée. Elle démontra la loyauté indéfectible des Spartiates envers leur chef et un idéal qui transcendait la vie. Chaque Perse tué rendait ce sacrifice plus coûteux pour Xerxès, même si la victoire était imminente. Le soleil brûlant, la poussière et le sang recouvraient le champ de bataille, et chaque minute qui passait voyait la défense grecque diminuer en nombre, mais pas en férocité. Ils tenaient leur serment, payant le prix ultime pour la liberté d'une manière qui résonnerait à travers les siècles. Avec la chute de Léonidas et la récupération de son corps au milieu d'une lutte acharnée, les Spartiates, Thespiens et Thébains survivants se replièrent sur une petite colline dans le défilé, là où se dresse aujourd'hui le mémorial des 300. Ils étaient épuisés, blessés et en infériorité numérique écrasante, mais l'idée de battre en retraite ne leur traversait même pas l'esprit. Là, dans leur dernier bastion, ils se préparèrent pour l'inévitable. Les Perses, attaquant désormais de tous côtés, par l'avant et par l'arrière, grâce à la trahison d'Éphialtès, n'étaient plus limités par le terrain étroit. Ils pouvaient utiliser leur immense supériorité numérique pour encercler complètement les défenseurs grecs. La pluie de flèches perses était incessante, si dense que, selon la légende, elle obscurcirait le soleil. Bien que cette affirmation puisse être un exagère poétique, l'intensité de l'attaque de projectiles devait être écrasante pour les quelques Grecs exposés. Les hoplites spartiates et Thespiens combattirent jusqu'au dernier homme, chacun tombant là où il se tenait. Il n'y eut ni reddition ni fuite. La bataille se transforma en un massacre, une démonstration finale de la brutalité de la guerre et de la détermination inébranlable des Spartiates. Ils luttaient avec des épées brisées, avec leurs mains, leurs dents, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus tenir debout. La colline où ils firent leur dernier combat devint une montagne de corps,
un témoin silencieux de leur serment ultime. Lorsque le dernier guerrier tomba, un silence lourd s'abattit sur le défilé, qui résonnait auparavant du fracas de la bataille. L'armée perse de Xerxès avait finalement percé la défense, mais à un coût terrible. Les pertes perses aux Thermopyles furent immenses. Bien qu'Hérodote parle de 20 000 morts perses, les chiffres exacts sont débattus. Ce qui est indéniable, c'est que le coût infligé par ce petit groupe de Grecs fut disproportionnellement élevé pour le grand roi, tant en vie qu'en morale et en temps. La victoire perse aux Thermopyles fut une victoire à la Pyrrhus. Ils avaient conquis le défilé, mais à un prix qui ébranla la confiance de Xerxès en son propre pouvoir. Le sacrifice des 300 et de leurs alliés, en particulier les Thespiens, qui restèrent volontairement jusqu'à la fin, ne fut pas vain. Bien que le chemin vers la Grèce centrale fût désormais ouvert, le temps qu'ils gagnèrent fut crucial pour permettre à Athènes d'évacuer sa population et de se préparer pour la bataille navale imminente à Salamine. Plus important encore, l'acte de courage et d'auto-immolation des Spartiates et de leurs alliés devint un cri de guerre, un symbole de résistance qui galvanisa les autres cités-États grecs à combattre avec encore plus de férocité. Le champ de bataille, désormais couvert de corps, ne serait pas souvenu comme un lieu de défaite, mais comme l'autel où la liberté grecque fut forgée dans le sang. La chute des héros des Thermopyles ne marqua pas la fin de la résistance grecque, mais l'allumage d'une flamme qui bientôt embraserait l'empire perse. La poussière retomba sur le défilé des Thermopyles, et le silence qui suivit le carnage était aussi lourd que la défaite tactique subie par les Grecs. Xerxès avait triomphé, mais à un coût exorbitant. Les quelques jours de résistance de Léonidas et de ses 300 Spartiates, avec les courageux Thespiens et autres alliés, avaient coûté des dizaines de milliers de vies perses et, de manière cruciale, un temps précieux. Cette pause stratégique fut essentielle pour le reste de la Grèce. Athènes put achever l'évacuation de sa population et, plus important encore, positionner sa formidable flotte de trirèmes pour le prochain affrontement naval. Le sacrifice des Thermopyles, bien qu'une défaite sur le terrain, ne fut pas une capitulation. Loin de là. La nouvelle de la bravoure inégalée et de la détermination inflexible des défenseurs de Léonidas se répandit comme un feu de forêt à travers la Hellade. Il n'y avait plus de place pour l'indécision ou les rivalités entre les cités-États. Cet acte d'auto-immolation, où des hommes choisirent une mort honorable plutôt que la soumission, servit de catalyseur pour l'unité grecque. Il insuffla un esprit de défi et une férocité de dessein qu'aucune armée perse ne pouvait écraser. C'était une démonstration tangible de ce que la liberté signifiait pour les Grecs. Le message était clair. La Grèce ne serait pas asservie sans une lutte exigeant le prix le plus élevé de l'ennemi. Le courage de ceux qui moururent aux Thermopyles devint un cri de guerre, une graine de victoire plantée dans le cœur de chaque Grec. Ils avaient prouvé que le colosse perse n'était pas invincible et que la détermination et la tactique pouvaient infliger des dégâts terribles, même contre les plus grandes probabilités. Quelques mois après les Thermopyles, cette graine germa. La flotte grecque, sous la direction de Thémistocle d'Athènes, engagea la vaste flotte perse dans la bataille de Salamine. Inspirés par le sacrifice de leurs frères sur terre, les marins grecs, bien qu'en infériorité numérique, combattirent avec une férocité et une astuce qui aboutirent à une victoire navale écrasante, détruisant une grande partie du pouvoir naval perse. Et l'année suivante, en 469 avant J.C., l'armée grecque unifiée, menée par les Spartiates, affronta et écrasa le reste des forces perses terrestres lors de la bataille de Platée, scellant définitivement la défaite de Xerxès et préservant la liberté grecque. Le sang versé aux Thermopyles n'avait pas été vain. Il avait pavé la voie à la salvation de la Hellade. Le sacrifice des Thermopyles n'eut pas seulement un impact sur le cours immédiat des guerres médiques, il forgea un legs immortel qui transcenderait les siècles et les continents. Les 300 Spartiates et leurs courageux alliés Thespiens ne furent pas seulement des guerriers morts au combat. Ils devinrent un symbole universel de courage, de sacrifice suprême et de résistance indomptable contre la tyrannie.
Leurs noms, ou du moins leur histoire, furent gravés dans la pierre et dans la mémoire collective de l'humanité. L'épitaphe sur leur mémorial aux Thermopyles, attribué au poète Simonide de Céos, devint iconique. Étranger, va dire aux Spartiates que nous gisons ici, fidèles à leur loi. Cette inscription encapsule l'essence du sacrifice spartiate, une obéissance absolue au devoir, à la cité et à un idéal, même face à une mort certaine. C'était une affirmation de l'identité spartiate, de leur mode de vie brutal et efficace qui les avait préparés pour un tel moment. Tout au long de l'histoire, la légende des 300 de Sparte fut réinterprétée et célébrée dans d'innombrables cultures. Ils inspirèrent des armées, des révolutionnaires et des artistes. De la Rome antique à Napoléon, des discours politiques aux films modernes. Le récit du petit groupe qui s'opposa aux géants pour la liberté continue de résonner. L'idéal de résister contre toutes les probabilités, de lutter pour quelque chose de plus grand que sa propre vie, trouve son expression la plus pure et viscérale aux Thermopyles. Il est important de noter que, bien que glorieuse, cette histoire rappelle aussi la brutalité de la guerre et la nature impitoyable de la société spartiate. Ils étaient certes des héros, mais des héros d'une culture forgée dans le sacrifice et une sélection implacable. Leur courage ne surgit pas de nulle part, mais d'un système qui les avait préparés à un tel destin. Ainsi, les 300 de Sparte demeurent non seulement une fascinante note de bas de page dans l'histoire militaire, mais un conte intemporel d'héroïsme. Leur sacrifice dans le défilé des Thermopyles ne fut pas une fin, mais le début d'une légende. Une légende qui continue de nous enseigner la valeur de la liberté, le pouvoir de la discipline et l'impact durable d'un courage qui défie la mort elle-même, rendant ces guerriers immortels dans le panthéon des plus grands combattants de l'histoire. L'histoire des 300 de Sparte nous montre la puissance inébranlable du courage, du sacrifice et d'un esprit forgé pour la guerre. Mais ils ne furent pas les seuls à maîtriser l'art de la force mentale dans les moments de désespoir. Si ce récit vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air et partagez-le avec quelqu'un qui ne connaît pas encore notre contenu. C'est la chaîne des empereurs. À bientôt.